France Maghreb 2. Alors, donc je suis avec Sarah Frick, chers auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, on vous propose un grand format. Donc où on va parler de la situation justement de ces femmes SDF, de l'urgence de la situation, de cette tragédie en réalité. Et aujourd'hui, donc j'ai avec moi Sarah Frick, donc qui est militante et lanceuse d'alerte, qui justement travaille depuis plusieurs mois auprès de ces femmes, qui a lancé une pétition qui a fait grand bruit, donc plus de 370 000 signatures. Elle a été auditionnée par le CESE, donc avec Anne Lorient, et on souhaite très très fort que ça fasse avancer les choses. Mais avant tout, on va démarrer cette présentation par raconte-moi ta réussite, chère Sarah. Alors Sarah, d'où nous viens-tu? Quel est ton parcours personnel, professionnel? On veut absolument tout savoir de cette personnalité qui fait tant de bruit autour de nous. Avec plaisir. Écoutez, moi, à la base, je suis de Toulouse. Je suis née à Toulouse. Mes origines sont algériennes, de l'est de l'Algérie, Hannaba, Skikda, Hazaba. Voilà, frontière tunisienne, et fière de l'être. Cette double culture m'a énormément apporté. Je vous laisse imaginer, comme vous, je l'imagine. De là, en fait, j'ai fait des études classiques en technologie communication, parce que j'aimais déjà beaucoup parler. D'accord. Donc, un don pour la communication. Ah oui, je crois que là, c'est dans les gènes, j'ai envie de vous dire. De là, j'ai fait un BTS gestion des entreprises pour pouvoir être polyvalente, ce qui me permet aujourd'hui, effectivement, de tenir différentes cibles, différents objectifs. Et puis soudain, un jour, je me suis interrogée sur mon avenir et puis j'ai demandé conseil à ma maman, puisque nos mamans sont les meilleures conseillères de la Terre. Tout à fait. Et elle m'a aidée en fait à me rediriger dans le journalisme, c'est une carrière que j'ai embrassée franchement. À quel âge ? Écoutez, quand je me suis redirigée là-dedans, je devais avoir 24 ans, comme quoi. D'accord. Faut tenter l'aventure. Voilà, je suis allée toquer à toutes les portes des radios du Sud en disant vous me payez pas, en revanche vous me formez. De fil en aiguille, j'ai fait mon parcours. Aujourd'hui, je ne la citerai pas pour préserver un petit peu les différences de combat, mais j'ai le plaisir de travailler effectivement dans une radio. Ça se passe plutôt bien, je me régale aussi. Mais effectivement, l'appel à l'aide à la personne m'a rattrapée. Donc vous êtes journaliste radio aussi? Plutôt collaboratrice d'émission. Hein. D'accord, je ne suis pas intervenante, chroniqueuse. Voilà, ça. On a différentes appellations. En tout cas, on aura retenu que vous avez fait grand bruit aussi sur les ondes radio. Voilà, exactement. Vous connaissez un peu mon passif. Tout ça étant derrière moi, je me suis... Votre actif, j'ai envie de dire, plutôt que votre passif. Alors ça, c'était mon passif. Qui sait, j'aurai peut-être d'autres propositions à l'avenir et ça sera actif. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qui est actif, c'est ce pourquoi vous m'invitez et ce pourquoi je vous remercie aujourd'hui. C'est le combat pour les femmes SDF avec une équipe de femmes extraordinaires et d'hommes. C'est ce que disait tout à l'heure votre président, c'est ce que disait tout à l'heure votre chroniqueuse. Nous avons besoin de ces hommes pour nous soutenir. Et effectivement, aujourd'hui, on est une équipe très développée à ce niveau-là. Alors Sarah, effectivement, avant peut-être de nous présenter un petit peu plus en avant votre équipe, ce que vous faites actuellement, comment vous en êtes arrivé à dresser ce constat de ces femmes SDF qui, je le rappelle, sont 38% en fait elles représentent 38% de cette population. Pour ma part, ayant assez régulièrement maraudé, je confirme qu'effectivement elles sont invisibles. Quand vous m'avez donné le chiffre, Sarah, j'ai été la première surprise. Donc on invisibilise ces femmes. Comment vous, Sarah, êtes-vous arrivée à elles et à vous rendre compte et surtout à mettre en lumière cette situation afin de faire changer les choses très rapidement? Exactement comme vous, c'est-à-dire j'ai maraudé, je maraude. Ça fait 7 ans que j'ai créé un mouvement qui n'est qu'un mouvement, pas une association, qui se nomme Réchauffons nos SDF, c'est-à-dire toute personne qui dort en bas de chez nous sans distinction aucune, je tiens bien à le préciser. De là, si vous voulez, je me suis liée d'amitié avec des hommes SDF, dont un en particulier à qui je rends hommage, Michel Baldi, qui avait fait 8 ans de rue. Il faut savoir que Michel nous a quittés, puisque la rue ne pardonne pas. Mais Michel paix à son âme. Paix à son âme, merci. Mais Michel n'est pas parti dans la rue. Hein. Il était gardien d'immeuble. Il a réussi son concours dans la rue. On a tout fait pour le sortir de là. Et nous y sommes arrivés avec, bien sûr, sa force et sa volonté. Et c'est Michel un jour qui me dit, mais ma Sarah, parce qu'il m'appelait ma Sarah, il faudrait que tu observes de plus près le terrain. C'est bien de nous offrir ce que vous nous offrez, mais concrètement, tu sais qu'il y a des femmes à la rue.
Alors moi, évidemment, naïve que j'étais, what? Non, pas du tout, je les vois pas. Et là, il m'a demandé de regarder avec un autre regard. Et de regarder certaines personnes qui pourraient effectivement ressembler à des hommes mais qui ne sont pas des hommes, descendre dans les parkings français. Moi, c'était les Parisiens. Et plein d'autres choses. Et finalement, à partir du moment où j'ai ouvert mon regard, réellement, je les ai vus. Et une en particulier, et elle, ça a été l'électrochoc. J'étais sur les Champs-Élysées, comme tout le monde, hein, je sortais de soirée à l'époque où je sortais encore. Et je vois un jeune homme qui a une attitude un peu cavalière, qui prend sa canette, qui dessus la jeter à la volée. Bref, cette canette tombe dans un des parkings. Et j'entends une petite voix. Mais attention, voyons. Donc je me dis, oh, c'est trop mignon, c'est qui? Ça a été un choc, hein. D'accord. J'ai échangé une petite dame qui était cachée dans le parking, qui devait avoir 40 ans, qu'on faisait 70. Je suis allée m'accroupir à côté d'elle. Il faut savoir qu'elles ont très très peur, ces femmes-là. On peut pas les approcher aussi facilement. J'ai gardé vraiment une grande distance. Je me suis mise dans la même posture et je lui ai demandé très naïvement, mais vous faites quoi là? Et elle me dit, mais je dors ici, mademoiselle. Ah. Alors voilà, pour préciser effectivement le témoignage de Sarah. Donc ces femmes, elles sont nombreuses, elles sont 38%. Pourquoi est-ce qu'elles sont invisibles ou pourquoi est-ce que nous on ne les voit pas? Parce qu'elles se griment déjà, elles se rasent les cheveux. En fait, elles font tout pour ressembler à des hommes afin justement d'éviter qu'on les agresse sexuellement, qu'on les agresse physiquement. Voilà. Je confirme complètement ce que vous dites. Elles le disent elles-mêmes, hein. Anne nous l'expliquera très justement tout à l'heure, qui est sortie de 15 ans de rue. J'ai Elina qui a fait pas mal d'années de rue aussi. J'ai Sarah. Enfin, je suis entourée de beaucoup de femmes SDF et anciennement SDF plus particulièrement. Et elles m'ont expliqué effectivement, il vaut mieux pour elles ne pas qu'on puisse les reconnaître, parce que oui, les hommes, des hommes, et pas tous les hommes, hein, faut pas mettre tout le monde, mais il existe une catégorie d'hommes à qui ça ne fait pas peur de s'attaquer à une femme, et surtout une femme invisible, puisqu'ils considèrent que de toute façon, elles ne pourront pas se défendre. Ça peut être des hommes de rue comme des cols blancs, Anne vous l'expliquera mieux que moi, des personnes qui ont une famille. Super. Voilà. Alors Sarah, moi j'aimerais que vous me parliez justement de cette réussite qui est liée à cette situation des femmes SDF, de cette pétition et de cette audition au CESE. Donc quand a été lancée cette pétition, quel est son nom, où est-ce qu'on peut la retrouver et comment vous êtes arrivée, vous, militante, et Anne Lebon, Lorient, ancienne SDF, à vous présenter au CESE? C'est une aventure à la fois terrible et extraordinaire parce que les choses sont en train de changer. Donc quand j'ai lancé cette pétition, c'était à Toulouse, sur la table du salon de ma mère. Je me suis dit, après tout, on va lancer quelque chose et voir si ça fonctionne. Parce que j'ai pas mal de monde qui me suivait par rapport à ma carrière passée. Je me suis dit, si je lance une alerte, je sais que les gens vont m'entendre. Mais je m'attendais pas à un tel succès. Merci à tous les signataires, merci aux journalistes, merci à tout le monde. De là, la pétition... Le nom de la pétition, Sarah ? Oui, bien vu. Des centres d'accueil pour les femmes SDF, et vous pouvez le trouver sur change.org. D'accord, donc des centres d'accueil pour SDF sur change pour femmes SDF. En sachant que si vous tapez mon nom et mon prénom, ça ressort tout de suite. Ça ressort tout de suite, FRIKH pour le nom de famille. Donc la pétition a eu un succès extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai moi-même été agréablement dépassée par le succès de cette pétition, et arrive un certain nombre de signatures. Si vous voulez, le CESE s'intéresse à vous. C'est pas moi qui suis allée les solliciter, et je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Je les connaissais pas, et je leur tire vraiment mon chapeau. Ils font un travail exceptionnel. Et de là, les attachés de presse de change.org m'ont contacté, Aminata, Coraline et Sarah, pardon. Et en fait, Colline. Et en fait, elle m'a expliqué que le CESE voulait nous recevoir. Moi, j'ai décidé d'y aller avec Anne, par contre. Donc, alors le CESE, peut-être qu'on va expliquer ce que c'est en fait. C'est le Conseil économique, social et environnemental. Donc vous pouvez découvrir toutes leurs missions directement sur leur site internet, donc www.lecese.fr. Exactement, c'est consultatif au gouvernement, c'est-à-dire que tout ce que nous avons demandé, et ça a été voté à l'unanimité, part au gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, même s'ils ont été silencieux par rapport à nos demandes, ne pourront plus ignorer notre demande grâce au CESE. Et le fait d'y être allé avec Anne, vous l'entendrez tout à l'heure, a donné une autre connotation. Ça a été Anne, ça peut être Sarah, ça peut être Elina, ça peut être Sophie, d'autres personnes. En fait, quand ils ont entendu son témoignage,
En fait, ça a vraiment changé la donne. On leur a expliqué certaines choses, qu'il y avait bien des enfants qui vivaient sous terre. Je le confirme. D'ailleurs, pas que sous, parce que je viens de faire entrer une maman avec son bébé qui dormait dans le hall d'une maternité. Hall d'une maternité. Enfin, dans des cafétérias aussi, parfois, on les trouve. Je vous raconterai mon vécu là-dessus. Voilà, vous confirmez bien. Oui. Donc, à un moment donné, quand on voit que des femmes ont été violées, mais c'est pas enfin, déjà, une fois, c'est terrible. Moi, je suis pas certaine de m'en remettre. Mais alors, il y en a, c'est... Anne, vous l'expliquera. 70 fois. Elle, c'est 102 fois même. En fait, le vrai nombre est bien plus élevé. On l'avait un peu préservé. Elina vous expliquera dans son témoignage qu'elle a vraiment l'impression d'avoir eu comme partenaire tout Paris. Elle le dit avec beaucoup d'humour et je la trouve fabuleuse. C'est des lionnes, ces filles-là, c'est des lionnes. Sarah a réussi à s'en sortir. Sarah doit avoir 26, 27 ans. A réussi à s'en sortir en prenant des coups. Mais elle a réussi à s'en sortir. Enfin, à un moment donné, quand c'est ça, c'est non-assistance à personnes vulnérables et en danger. Alors que fait notre gouvernement? C'est que du positif, c'est pas du négatif. On a commencé à en discuter, donc les différents ministères et notamment le ministère de l'égalité. Donc on va en reparler justement, Sarah, juste après la publicité qu'on va lancer tout de suite, Medjahid, je crois. Merci beaucoup. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Bonjour chères auditrices et auditeurs, donc nous sommes de retour avec Sarah Frick, donc militante et lanceuse d'alerte pour ce premier numéro de Par les femmes, donc la nouvelle émission de France Maghreb 2 consacrée à la promotion de la femme. Nous sommes aujourd'hui avec Sarah, donc qui nous présente la situation de ces femmes SDF, donc cette tragédie. Je vous propose, avant de la retrouver, de vous lancer un reportage. Donc on va écouter le témoignage de Corinne Massiero. Corinne Massiero qui incarne une assistante sociale dans le film Les Invisibles, donc qui sort la semaine prochaine, donc mercredi 9 janvier. On l'écoute. C'est la double peine, hein. C'est la double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand t'es un mec. Tu te fais attaquer, racketter. Il faut protéger de tout. Oui, j'ai eu des épisodes comme ça. Chaque histoire est vraiment spécifique. Et parfois, t'as la honte qui s'accompagne de ça. C'est-à-dire que tu ne le dis pas. Tu vas pas, en tout cas moi c'était mon cas, je n'allais pas me vanter que j'avais dormi entre deux trucs de vitrine avec un carton ou derrière une poubelle parce que là j'étais sûr que si des mecs passaient ils me voyaient pas, ou etc. Ça, tu le dis pas parce que tu culpabilises d'être pauvre. Quand tu es une gonzesse à la rue, c'est toute sa double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand tu es un mec. Tu te fais attaquer, racketter. Il faut protéger de tout. Tu es toujours sur le qui-vive à 360 degrés. Quand tu n'as plus rien et que tu peux plus avoir accès à rien, en défaut tu vas tailler une pipe pour pouvoir dormir chez le mec à qui tu tailles la pipe, ou tu vas vendre ton cul pour avoir de quoi bouffer, ou voilà. Tu as tout ça. Ça existe aussi chez les mecs, hein, mais c'est beaucoup plus terrible quand tu es une personne de sexe féminin. Tout est 10 fois plus problématique quand tu es une gonzesse, quoi. 10 fois plus. Un truc tout con. Quand tu as tes règles et que tu n'as pas de quoi t'acheter des trucs, alors tu vas chouraver des serviettes, des machins et tout. Mais des fois, tu n'as pas eu le temps, t'as pas pu, ou machin et tout ça. Comment tu fais? Et tu te mets des journaux et des machins. On en parle. On est en direct, en effet. Il y a un petit problème technique avec la suite du reportage. Bon. Donc effectivement, on a eu un petit problème technique, mais ce reportage, de toute façon, vous pourrez le retrouver donc directement sur la page Facebook de Par les femmes. Donc pour finir d'écouter donc justement le témoignage de Corinne Massiero. Donc nous sommes de retour avec Sarah Frick. Ta première impression justement sur ce premier témoignage, Sarah? Elle est totalement dans le vrai, en même temps elle a vécu la rue, donc elle sait exactement de quoi elle parle. D'ailleurs ce film, j'y vais en avant-première avec Anne et Elina dès demain. On vous dira ce qu'on en pense, mais au moins ils ont le mérite d'en parler, bravo à eux. Ce qu'elle vous expliquait tout simplement, c'est que quand on est une femme dans la rue et qu'on a les indispositions par exemple, est-ce que vraiment les gens ont pensé, par exemple, elles ne peuvent pas mettre de tampon, on va se parler franchement, parce que ce qui est une infection urinaire pour nous va se transformer en cancer pour elles. Donc si vous avez quelque chose à offrir à ces femmes-là, c'est des gels antibactériens et des serviettes hygiéniques. Je vous laisse faire le lien parce que mettre des journaux, ça a été le quotidien et c'est le quotidien de toutes les femmes SDF. Elle vous expliquait aussi
C'est terrible. Moi, à chaque fois, ça me remonte. Mais pour ne pas dormir dans le froid, en fait, et dans l'insécurité, quelquefois, elles acceptent de dormir chez des hommes. Mais contre des services sexuels, évidemment, c'est jamais sans rien. Donc, c'est bon, à un moment donné, on peut quand même aider une femme. Chers messieurs, pensez à vos mères, tout simplement. Pensez à vos sœurs. Ne leur demandez quand même pas d'aller coucher ou quoi que ce soit. Offrez-leur juste un toit. Offrez-leur une chambre d'hôtel. Justement, pour revenir sur ces situations dramatiques que vivent ces femmes SDF, elles sont régulièrement violées. Oui, voilà, de manière très régulière. Alors, elles sont violées par des hommes SDF également. Donc, j'ai vu passer, c'est très difficile d'avoir un recensement ou des chiffres précis, mais ces hommes SDF, en réalité, ils ne sont, entre guillemets, que 10%. Et à côté de ça, on a les viols de ce qu'on appelle les cols blancs. Donc, l'homme lambda, qui a une situation, qui a peut-être une femme, qui n'en a pas. En tout cas, l'homme lambda qui n'a absolument pas besoin d'aller voir ces femmes qui, s'il veut des relations sexuelles tarifées, peut se les payer, mais préfère effectivement aller vers ces femmes-là, abuser d'elles. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment que ces femmes-là sont totalement isolées et qu'il n'y aura pas de retour de bâton pour eux. Elles sont très très peu à porter plainte, je crois même qu'on n'a quasiment pas de chiffres, peut-être. Toujours pas de chiffres, mais je tiens à préciser que je vais pas donner l'identité, elle le donnera elle-même si elle le souhaite, mais dans mon équipe de Lyon, elles ont toutes été quasiment violées, à part peut-être une ou deux, et il faut savoir qu'il y en a une en particulier à laquelle je pense, qui a quand même réussi à déposer plainte contre la plupart de ces violeurs. Et la plupart de ces violeurs sont des pères de famille, avec des profils, tout ce qu'il y a de plus classique. J'aimerais bien un jour pouvoir aller m'adresser à ces hommes-là, juste leur demander pourquoi en fait. Vous êtes en colère, Sarah ? Ouais, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'en fait, ils se disent vraiment qu'elles vont pas déposer plainte. Et moi, à un moment donné, c'est aussi pour ça que je veux qu'elles aient toutes des cartes d'identité. Je veux toutes qu'elles puissent avoir un numéro d'urgence. Moi, je veux qu'ils puissent tous répondre de leur saleté, d'agression. Parce que là, c'est le bas, du plus profond du bas. C'est minable. Alors il y a des campagnes de prévention qui nous sont adressées depuis plusieurs mois à la faveur de la ministre de l'égalité. Mais alors, par contre, ce sujet-là des femmes SDF, vous lui avez envoyé plusieurs mails. Quelle a été sa réaction ? Attendez. J'attends toujours, je m'explique. Je lui ai effectivement envoyé plusieurs mails. Mes attachés de presse.change.org lui ont envoyé des mails. Je parle de Madame Chiappa. Madame Muriel Robin, je voulais aussi me mettre en lien avec cette femme courage. Oui. Et oui, non, je suis dépitée. Je crois que je vois l'envers un petit peu du décor. Qu'elles mènent leur combat. Bravo à elles. Enfin, sincèrement en plus, bravo à elles. Oui. Mais j'ai compris que les invisibles ne les intéressaient pas. Ou en tout cas, leur silence les rend encore plus invisibles. Mais il y a juste une contradiction. Moi, il y a des choses que j'arrive pas bien à saisir. Et puis, je vais rester un peu naïf si vous me le permettez. Oui. Mais quand je vois Madame Muriel Robin, quelqu'un que j'affectionne en plus, même au niveau de l'artiste, je vais vous dire. Et je la vois aller marauder auprès de femmes SDF parce que l'hôtel de ville a ouvert un centre d'accueil. D'ailleurs, merci à la pétition. Je tiens à le dire, merci aux signataires. Et nous, on essaie de la rencontrer pour lier nos combats parce qu'à nous tous, on sera encore plus forts. Il y a quand même 370 000 personnes qui ont signé la pétition. Alors, je suis peut-être pas une people, je m'en excuse, mais moi, j'ai plein de monde derrière moi qui ont envie de changer les choses. Alors, lions-nous. Parce que si on commence à s'isoler dans les combats, en fait, c'est caduc. Enfin, non, ça sera pas caduc pour ma pétition. Je vous promets qu'on arrivera jusqu'au bout. Ça avance voilà. Ça avance très bien. Donc cette information, elle a été relayée à travers les réseaux sociaux. Donc cette thématique d'émission, on a eu énormément de réactions. Les femmes sont touchées par le sujet, sont désemparées, sont choquées, sont absolument abasourdies parce qu'elles ne se rendaient absolument pas compte de ce qui se passait. Et en réalité, elles sont totalement solidaires de ces femmes SDF. En ce qui concerne Marlène Schiappa, on souhaite qu'elle écoute notre émission, on souhaite qu'elle écoute vos différentes interventions. On vous a vu un petit peu partout quand même. Oui. On a vu également Anne un petit peu partout. Elina. Voilà, donc je pense que l'information, elle l'a eue. Donc peut-être qu'on va lui envoyer un petit mail
nous aussi de la part de la rédaction de Par les femmes, en lui expliquant qu'on vous a reçu, en lui demandant d'écouter ses témoignages et pourquoi pas de vous recevoir prochainement. Donc chères auditrices et chers auditeurs, donc je vous invite donc à aller signer cette pétition. Donc vous tapez des centres d'accueil pour femmes SDF donc sur change.org, ou vous tapez tout simplement sur votre page Google Sarafrique, F-R-I-K-H. Bravo. Et tout de suite elle apparaît, il y a juste à cliquer dessus, à mettre un commentaire, c'est très important, et ensuite le travail va être fait. On va accueillir dans quelques minutes donc notre prochaine invitée, Anne Lorient. Donc comment est-ce que vous avez rencontré Anne, Sarah? Anne, je l'ai entendue dans un témoignage sur une radio concurrente, me semble-t-il. Et effectivement, elle a en un témoignage résumé ce que j'avais pu voir dans la rue, ce que j'avais pu entendre comme bruit autour des femmes SDF. Et c'est à partir du témoignage de Anne que je me suis dit, maintenant, zut, je vais mettre en place quelque chose pour faire évoluer les mentalités et faire comprendre aux gens la vérité des femmes SDF. Et de là, on s'est donc contacté avec Anne. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis, nous sommes un duo. Enfin, il n'y a pas que Anne et moi, nous sommes une superbe équipe. Mais elle et moi, on est allés jusqu'au CESE et maintenant, on ira jusqu'à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, vous prévoyez de faire une proposition de loi ? Exactement. On propose exactement. C'est bien la les femmes ambitieuses. Ah bah, il faut de toute façon. Il y a 3 centres qui ont ouvert à Paris, 114 places. Depuis, avec mes équipes, ils sont formidables. On fait rentrer des femmes. Au moment où je vous parle, on est en train d'en faire rentrer au chaud, en sécurité. Maintenant, elles ont plus peur d'appeler au secours. Je pourrais vous montrer sur mes réseaux. Elles m'envoient des messages. Ça commence à bouger. Ça commence réellement à bouger. Mais 3 centres, juste à Paris. Alors, L'objet de cette pétition, donc, c'est d'ouvrir des centres de SDF pour femmes, tenus par des femmes. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, pourquoi tenus par des femmes? Parce qu'il existe par ailleurs des centres SDF qui reçoivent des femmes et qui subissent exactement les mêmes violences qu'à l'extérieur. Donc, soit entre hommes SDF et femmes SDF, soit... Oui. Et là, j'ai été totalement choquée. Enfin, moi aussi, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Soit directement par le personnel travaillant à l'intérieur de ces centres SDF. Oui. Et ça serait moi qui vous le raconterais, vous pourriez ne pas me croire. Et ça serait légitime, parce que moi-même, je crois que je me croirais pas, en fait. Non, c'est bien, ces femmes de terrain et ces hommes. Christian Page, à qui je fais un énorme bisou, un ancien SDF. Christian Page est un ancien SDF et c'était l'SDF le plus populaire de Twitter 2.0 parce qu'il tenait un journal de rue. C'est lui qui a dénoncé les systèmes anti-SDF. C'est Christian. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et donc, lui-même a raconté cette réalité quand même. Donc oui, des centres tenus par des femmes, c'est temporaire, le temps de voir un petit peu leur redonner confiance, leur redonner envie, les réconcilier avec elles-mêmes, les réconcilier avec les autres. Et à partir de là, et je l'espère, Inch'Allah, c'est tout simplement, elles pourront revenir dans des centres mixtes ou dans des centres adaptés ou reprendre tout simplement leur vie et reprendre un boulot. Pourquoi pas? C'est déjà arrivé. Bon, alors on est avec Anne Lorient. Anne Lorient, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes ravis Sarah. Hello, Anne. Nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne. Donc j'ai pu écouter vos différents reportages absolument bouleversants où vous nous racontez votre ancienne vie de femme SDF, les différents traumatismes que vous avez subis. Donc Anne, vous présentez tout simplement à nos auditrices, à nos auditeurs, leur faire passer le message de votre choix. On vous écoute, Anne, c'est à vous. Donc voilà, moi je m'appelle Anne Lorient. Je suis une femme de 50 ans, une maman de 2 adolescents maintenant, mais j'ai passé 17 ans dans la rue, entre mes 18 ans et jusqu'à la naissance de mon premier enfant que j'ai eu dans la rue. J'ai accouché dans la rue. Et pendant 2 ans et demi, j'ai caché mon enfant pour pas qu'on me le prenne. Tout le monde voulait me le prendre pour le placer. Et je l'ai caché sous un grand manteau. Et je suis restée donc pendant 2 ans et demi avec lui dehors jusqu'à une deuxième grossesse et qui là m'a déclenché une envie d'aller chercher de l'aide
dans les associations, ce que je faisais jamais avant parce que j'étais très très sauvage et très maltraitée et du coup j'avais pas du tout envie de voir des gens. Mais là, pour la deuxième grossesse, j'ai demandé de l'aide à une association à Paris et donc j'ai eu un appartement HLM. Depuis, je me reconstruis dedans et donc je me reconstruis pourquoi? Parce que dans la rue, j'ai été violée plus de 100 fois, donc vous l'avez dit en début d'émission, par des cols blancs, donc là vous en avez parlé aussi. Moi, c'était des gens à la Défense qui sortaient de leur boulot et en groupe, en général, tout le service ou le service compta qui disait chouette, je vais pouvoir aller me faire plaisir avec une femme et puis et moi quand ils arrivaient sur moi à 15 à me dire de toute façon t'es moins cher qu'une prostituée donc on peut y aller quoi. Anne, vous êtes originaire de quelle ville? Vous nous expliquez effectivement. Alors moi je suis originaire du nord de la France, à Daras. J'ai vécu toute mon enfance, j'ai subi de l'inceste. D'accord. Par mon frère, donc mon frère m'a violée depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Jour où moi j'ai pris ma petite valise et je suis partie. Je suis venue à Paris parce que j'ai cru donc vous que êtes Paris, partie pour vous protéger, Anne, pour suivre. Vous êtes partie pour vous protéger, pour que ça s'arrête. Voilà. J'ai fui mon frère pour me protéger. J'ai croyé que quelqu'un allait me recevoir à Paris et puis ça n'a pas marché. Vous aviez 17 ans. Voilà. Et pendant 17 ans, je me suis retrouvée à la Défense au départ et après sur les quais de Seine où j'avais mis ma tante, etc. Donc ce premier contact, une fois que vous êtes sorti du domicile parental, ce premier contact à la rue, comment ça s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes retrouvé à la rue? Enfin, je veux dire, vous êtes assez jeune, vous montez sur Paris. Oui. Il y a des centres normalement d'accueil, surtout quand on est une très jeune mineure. Avec une adresse. Enfin, très jeune majeure. Et qui m'a comment dire, donc c'était près de la Défense. Et en fait, quand je suis arrivée devant chez elle, alors qu'elle m'avait dit, si t'as un problème, tu viens quand tu veux, fallait tout ce qu'on dit toujours. Hein. Et puis, sauf que là, le jour où il y a vraiment eu un problème, elle a eu très peur de mon frère, de ma famille. Et du coup, elle m'a dit non. Et là, je me suis retrouvée seule à la Défense. Il était 18h. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Moi, j'arrivais du Nord, je connaissais pas justement tous les centres et tout ça. Je savais que ça existait en effet, mais bon, j'avais aucune idée où ils étaient. Et donc, je me suis trouvé un Porsche et je me suis mis là en me disant, on verra demain. Voilà. Je vais me cacher. Et dans la première nuit, je me suis fait violer par 5 hommes. Et là, j'ai mon cerveau qui a bloqué. Pendant plus de 3 ans, j'ai perdu la parole. C'est un viol collectif, ça, Anne? Oui, c'est un viol collectif. Et pendant plus de 3 ans, je n'ai pas pu communiquer avec ces gens. J'étais complètement à l'ouest en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et en fait, j'étais en choc traumatique, ça s'appelle. Ouais. Et donc, ça a duré 3 ans. Donc, les 3 premières années ont été les pires parce que je n'avais plus rien pour m'habiller, pour manger, tout ça. Et je ne savais pas où aller et je ne pouvais pas communiquer avec les gens. Vous aviez aucune source de revenus à l'époque? Non. Non, du tout. Parce que, effectivement, on le rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, qu'on soit un jeune adulte, enfin un jeune mineur en fugue ou un jeune adulte qui se retrouve dans la rue, il n'y a pas d'aide qui se mettent en place. Je ne comprends pas le RSA. Bon. Apparemment, c'est un. Alors, il y a un certain... moi, mon histoire, elle date de 20 ans. Oui. D'accord. Oui, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes fugueurs. Par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui sont près des gares, qui ont 17 ans, 16 ans, etc. et qui n'ont aucune aide parce que en même temps, ils veulent pas se faire repérer par les parents pour pas être retrouvés. Et du coup, ils font pas les démarches. D'accord. Etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi. Les démarches administratives pour avoir de l'aide, c'est aussi se mettre en danger. C'est-à-dire que si vous sortez de prison ou si vous sortez d'un réseau de proxénétisme ou de fugue parce que justement vous avez été violé dans votre famille, etc., c'est aussi donner à la police la possibilité de vous retrouver. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'avoir des aides et c'est pas pour rien. Donc non seulement on se cache d'être une femme, donc on s'invisibilise, mais en plus on se cache de la société et des organismes qui normalement pourraient nous venir en aide. Mais sur le terrain ayant... C'est pas toujours aussi simple. D'accord. On nous protège pas, quoi. Sur le terrain, on a quand même beaucoup de bénévoles comme Sarah et comme tant d'autres. Quand vous avez eu affaire à ces bénévoles qui peut-être sont venus vous proposer de l'aide, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez accepté? Vous avez refusé? Alors moi j'ai
très longtemps refusé toutes les aides parce que j'avais très peur justement qu'on me retrouve. Et puis j'avais vraiment, j'étais devenue sauvage. Vraiment, je voulais voir plus personne. Les seules personnes que je voyais, c'était des violeurs. Donc j'avais un peu mélangé dans ma tête en genre toute communication égale viol. Et puis il y a eu un jour, il y a une maraude du SAMU social où il y a eu une maraudeuse qui s'appelle Émilie, qui m'a apprivoisée. C'est-à-dire que tous les jours à la même heure, elle venait puis elle s'approchait de 5 cm, 10 cm, etc. Et à la fin, elle a réussi à créer le lien. Mais ça a pris énormément de temps. Et c'est grâce à elle après que je m'en suis bien sortie, mais elle a pris le temps de m'apprivoiser. Anne Lorient, depuis toutes ces épreuves passées, ces multiples viols, donc au-delà d'une centaine, c'est juste hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi à vous sortir de cette situation? Donc d'après les témoignages que j'ai écoutés de vous, donc effectivement c'était pour protéger vos 2 enfants. Donc comment est-ce que vous avez réussi à sortir de cette situation? Qui vous a aidé et quel a été l'impact justement sur l'enfance, voire même l'adolescence de ces enfants que vous avez aujourd'hui? Donc en fait, quand j'ai vu ma deuxième grossesse, je suis allée dans une association, oui, dans le 16e arrondissement, et là j'ai rencontré un assistant social très bien qui m'a dit ton fils a 2 ans et demi, il doit aller à l'école. Et ça c'est un truc que j'avais pas compris moi au départ. Je me suis dit mon fils il va être dans la rue toute la vie. Et après je me suis dit mais bien sûr, il doit aller à l'école, c'est ça qui va nous sortir. Mais il dormait avec vous dehors? Ah oui, il dormait dehors, voilà, il était toujours avec moi dehors. Et comment vous, excusez-moi, après, je me suis dit, il faut absolument qu'il aille à l'école, mais qu'il se sociabilise. Parce qu'en fait, dehors, il voyait aucun enfant. D'accord. Moi, déjà, je le protégeais beaucoup, donc je le faisais sortir du porte-bébé, même à 2 ans et demi, il était en porte-bébé, parce que je le cachais. Et alors que lui, il avait qu'une envie, c'était de courir partout, etc. À 2 ans et demi, un enfant, ça court. Et donc, il a été très difficilement sociabilisé en école. Ça a été compliqué. Donc il a lui-même subi des traumatismes. Enfin, il les a ressentis. Bien sûr. À chaque viol que j'ai été violée, il était là. Donc il avait le son et les images. C'était compliqué pour maintenant. Il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans, mais il a fait encore des cauchemars. Il a du mal à se lier avec les gens. Il a du mal à trouver une petite amie. Voilà. Anne, est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Votre première enfance, il est né du fruit de l'amour ou de la violence et du viol? Je devrais pas le dire parce que c'est un grand public, votre radio, mais je peux pas trop répondre à ça. D'accord. Il faut le protéger. Je suis désolée. Je vous en prie, je m'excuse. Je protège mon enfant. Je m'excuse, Anne. Je m'excuse. Anne voulait Sarah voulait intervenir. Je suis. Oui, Sarah. Salut ma Anne. Non, mais ce que raconte Anne, voilà, c'est tellement terrible et vrai à la fois, et c'est pour ça que je suis fière de faire mon chemin avec Anne, avec Elina, avec Sarah. Oui, je sais, c'est pas facile. J'aime trop ces femmes. Je le dis haut et fort. Parce que c'est elles les lionnes, c'est elles les courageuses. Moi, j'ai lancé une pétition et j'en parle et je fais du bruit. Elles ont vécu ce pourquoi j'ai lancé la pétition. Et voilà pourquoi je suis en colère aujourd'hui. C'est une colère positive, elles le savent, hein, parce que nous sommes des lionnes et on va y arriver. Je le promets à ces femmes-là qu'on va y arriver. Mais c'est normal d'entendre ça, hein, d'avoir un enfant. Oh, Hanan est émue. C'est normal d'avoir un enfant dans la rue. C'est normal de vivre ce qu'elle a vécu en tant que femme, Et surtout en tant que mère. C'est terrible. Oui. Mais exactement, c'est comme la maman Anne qu'on a fait rentrer avec son enfant de 2 ans dans le hall d'un immeuble. Tu l'as vu. Voilà, elle est allée la voir, on l'a fait rentrer. Mais non, c'est absolument pas normal. Moi, j'ai le témoignage que je garde pour moi pour l'instant. Oui. Je la préserve d'une jeune fille qui est maintenant dans une école de journalisme et qui m'a expliqué. Mais moi, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Sa mère avait une situation incroyable. Ça peut arriver à n'importe qui. Elle était cadre, elle gagnait 4 000 €. Une de ses filles est décédée. Ça lui a fait un choc post-traumatique. De là, elle a perdu son boulot, elle a perdu sa maison, elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée avec ses 2 enfants de 13 et 11 ans. Qui vivaient plutôt bien et de façon aisée, dans leur voiture, dans un parking. Pendant 3-4 ans, ils ont vécu comme ça. Et ils ont demandé de l'aide. Mais c'est pas si simple. Mais ils demandent de l'aide à qui?
à des associations, mais c'est tellement dur de remonter la pente, je vous jure, pour avoir essayé d'aider ces personnes-là. Moi, par exemple, j'ai demandé de l'aide dans les écoles où sont rentrés mes enfants. Oui. Et en fait, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est un signalement social. Voilà. On a failli D'accord. encore me Pour vous retirer les enfants. C'est pour ça Donc, qu'aujourd'hui c'est pas nous nous possible. battons. On veut du concret. Du coup, on est obligé de se taire, on est obligé de dire aux enfants, surtout, ne racontez pas votre histoire. C'est ça. Sinon, ils vont C'est lui enlever horrible, son enfant. Parce que quand on lui dit, mais qu'est-ce qu'ils font ton papa et ta maman, en fait, c'est des anciens SDF. Là, paf. Donc on leur apprend à mentir en fait. Placement. Attends, on est des bonnes mamans, c'est pas parce qu'on a été SDF Non, bien qu'on est des sûr. mauvaises mères. On est des Et voilà. toutes des Alors mères qu'à qui l'école, aiment on nous dit, le vous fruit êtes de leur des chair. très mauvaises mères, madame, mais de quoi je me mêle, Mais de quoi je me mêle? Et justement, ces femmes se cachent, C'est pour ça. pour pas qu'on leur enlève le fruit même de ce qui aujourd'hui peut les aider à sortir leur Mais lettre un motive. enfant, c'est un moteur, c'est-à-dire que un enfant, c'est un moteur pour sortir de la rue, c'est-à-dire qu'on va vous toucher, c'est comme toutes les mamans, vous touchez un cheveu de votre enfant, vous devenez fou. Voilà. Donc en fait, un enfant qui est né dans la rue, c'est encore 2 fois pire, c'est-à-dire que là, vous dites, mais je suis dans le désespoir total, dans le noir total, et tout à coup, il y a un enfant, c'est un ange qui C'est arrive. incroyable. On ne sait pas pourquoi il est là. On nous dit tout le temps que les enfants choisissent leur mère. Donc je dis, donc il m'a choisi moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que grâce à lui, je vais m'en sortir. Alors, chère Anne, on va vous retrouver juste après la publicité. D'accord. Merci beaucoup. Par les femmes, Sur France Maghreb 2. tous les dimanches de 16h à 18h. Désolée. Par les femmes, Sur France Maghreb 2. tous les dimanches de 16h à 18h. Bonjour à nouveau, chères auditrices et auditeurs. Donc vous êtes bien sur France Maghreb 2, donc pour le lancement de cette nouvelle émission Par les femmes, dédiée à la promotion de toutes les femmes. Nous sommes aujourd'hui sur un grand format où on présente une situation dramatique. Donc les femmes SDF, l'urgence de la situation, cette tragédie. Donc nous sommes avec Anne Lorient. Anne, bonjour à nouveau. Oui, je suis là. Alors attendez, je mets mon casque parce que je ne vous entends pas. Alors Anne, vous nous avez livré un témoignage bouleversant, réellement. Oui, je suis désolée. Non, mais je vous en prie. Non, je vous en prie. Je pense que toutes les femmes qui nous écoutent et tous les hommes qui nous écoutent également ne peuvent être que touchés par cette situation. En réalité, plus que touchés, on est outrés et révoltés. Alors, chère Anne, j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous allez. Bon, je vais bien. Je suis contente que mon expérience de rue, parce qu'en fait, j'ai essayé de la transformer en aide pour les autres femmes SDF qui sont encore dehors. J'ai promis à mes amis femmes SDF avec qui je suis toujours en contact malgré que je suis sortie de la rue de les aider. J'ai fait des promesses et je tiens mes promesses. Donc à partir de là, je sais, donc je suis par exemple avec Sarah, j'aide pour la pétition, je vais. Vous avez participé à l'audition du CESE? On va faire beaucoup de choses. Bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, moi, je me mets à la disposition du gouvernement et de la mairie de Paris, avec qui je travaille beaucoup, pour aider les femmes SDF. J'essaye d'être conseillère pour construire des centres. On a déjà sorti 3 centres récemment, et il y en a encore d'autres qui sont en construction. J'aide au niveau architecture, ergonomie, tout ça, pour que tout soit à la hauteur des femmes SDF. Bravo. Vous êtes en lien avec qui à la mairie de Paris, Anne? Avec Anne Hidalgo, directement. Ah, très bien. Donc elle est. Et tout son cabinet qui est Dominique Versini, que Sarah connaît bien aussi. Bon, alors on salue. Voilà, nous sommes introduites, dans les services de la mairie de Paris pour aider. Et je tiens Anne et Hanan à vraiment remercier l'équipe, en tout cas de Madame Versini. Ils sont super. Ils sont super. Adorables. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai envoyé à cet homme qui est juste incroyable, un message où j'ai situé une femme SDF, une dame de 73 ans. C'est simple, il a envoyé une équipe et elle est rentrée à l'hôtel de ville. Donc moi, ce que je demande au gouvernement finalement, et je fais très court, c'est de nous recevoir avec Anne. Voilà, parce qu'on a des propositions, ou de rencontrer Madame Hidalgo Versini pour prendre exemple, mais nous concrètement on a des choses à leur proposer, ce qui a permis l'ouverture de ces centres d'ailleurs. Alors le gouvernement, c'est un petit peu large pour moi, Sarah. Précisez votre demande s'il vous plaît. Madame Chia, pas toujours. D'accord, donc c'est elle qui est normalement... Donc on a l'impression que, et Sarah l'a dit tout à l'heure, l'impression d'être complètement invisible par rapport au gouvernement qui apparemment a autre chose à faire que de nous aider.
et malgré tout, qui sont toujours en train de pleurer parce qu'il y a des morts dans la rue et disent qu'il y a jamais de SDF dans la rue, etc. Ils disent des grosses bêtises. Et alors que la mairie de Paris est super réactive, sur moindre appel, ils nous envoient des maraudes, ils prennent les gens et même ils vont créer des places alors que ça n'existe pas, qu'il n'y a plus de place. Voilà. Et parce qu'ils nous font confiance. Et ça, c'est le principal, quoi. Ils nous font confiance, ils savent qu'on a l'expérience de la rue. Eux, ils ont des choses que nous, on n'a pas, c'est les places d'hébergement. Voilà, donc on se met en relation et tout va bien. Nous sommes complémentaires. Alors que le gouvernement, on a l'impression de faire des mouvements de moulin, je sais pas quoi, mais on nous voit pas, quoi. De toute manière, dans toute lutte, Anne, j'ai envie de vous dire, et Sarah également, il y a toujours un rapport de force à établir. Aujourd'hui, je vous félicite à nouveau parce que je pense que vous êtes très très bien partis. Pour preuve, vous avez été reçu par plusieurs médias. On vous reçoit aujourd'hui pour ce lancement. Mais on a entendu parler de vous, ça c'est sûr. Avant que Wiham Maghribi, psychologue clinicienne, je vous en prie, je suis encore avec vous un petit moment, Anne. Avant que Wiham Maghribi, psychologue clinicienne, n'intervienne, donc justement sur les traumatismes vécus par les femmes SDF, dû à l'isolement, dû au viol, dû à l'accès à la santé qui est quasiment inexistant. Non, mais je confirme, ça n'existe pas, il se passe rien. Non, ça n'existe pas. Voilà, pensez aux femmes qui accouchent dans la rue, pensez aux femmes qui ont leur indisposition, pensez aux femmes qui ont été violées, comment font-elles derrière. Et il n'y a rien. Il est où ce numéro d'urgence? Alors ça n'existe pas. On va le créer aussi, vous inquiétez pas. On l'espère. Donc Anne, peut-être nous parler de cet événement que vous créez, en tout cas ça parle de galettes, paraît-il. Alors dites-nous en plus parce que je suis fan des galettes et j'aurais à cœur d'en offrir pour celles qui en ont besoin. En fait, au départ, je lançais des cagnottes avec beaucoup de choses derrière et tout, et les gens me disaient, mais tu nous saoules, en fait. Donc, en fait, je me suis dit que là, cette année, en 2019, on a créé notre association Anne-Lorient. Et donc, si les gens veulent nous aider, il n'y a pas de problème. Et surtout, on va faire des petits événements très localisés, voilà. Donc moi j'ai évidemment plein de femmes justement comme Sarah, c'est-à-dire qu'on les place dans des centres et souvent elles sont replacées dans des hôtels sociaux après. Et là on arrive, donc moi j'ai une relation avec ces femmes qui fait que je vais dans les hôtels sociaux voir si elles sont bien installées. Et là je découvre toujours plein de familles, plein d'enfants, etc. Et moi en tant que maman, et comme toutes les mamans qui écoutent cette radio, évidemment ça me touche. Et du coup, je me dis, mais ces enfants qui sont même pas déclarés, parce que souvent ils sont même pas reconnus, etc. par l'État ici, ils vont même pas à l'école, rien du tout. On leur enlève leur enfance, on leur enlève leur adolescence. Donc moi, quand c'est la rentrée scolaire, je fais des cagnottes pour avoir des fournitures scolaires. Quand c'est Noël, je fais des cadeaux. Et là, c'est la galette des rois. Et on a décidé de faire des galettes des rois. Alors comment est-ce que... Excusez-moi, Anne, comment est-ce qu'on peut vous... Excusez-moi, finissez. Non, je disais voilà, donc en fait on a choisi un hôtel social Porte de Clichy parce que j'ai une SDF dedans et que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses enfants. Et du coup voilà, donc il y a 25 familles dans cet hôtel social, donc on cherche 25 galettes. Voilà, donc ce sont des cagnottes que j'ai mis sur le Litchi. Si vous faites Litchi Anne-Lorient, vous trouverez. Et voilà, donc là vous pouvez mettre de l'argent, c'est de l'argent qui sera super bien utilisé, je le jure. N'en doute pas. C'est pas détourné pour acheter je sais pas quoi. Voilà. Non mais c'est important parce que les gens ont peur de donner de l'argent. Et puis sinon après il y a mon mail annelorient@hotmail.com. Là c'est en direct, vous pouvez me parler, je suis très abordable, très accessible. Donc, on mettra tous ces liens au cours de la soirée et au cours de toute cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller suivre notre page Facebook donc par les femmes. Vous aurez le lien pour pouvoir offrir des galettes tout simplement. Anne, je vous remercie infiniment de ce témoignage. J'espère avoir le plaisir de vous croiser. À très bientôt. Avec plaisir. C'est quand vous voulez. À très bientôt, Anne. Et justement, Hanen, tu parlais de galettes, et la surprise arrive dans quelques minutes. Ah, super. Donc, voire même tout de suite, là. Donc, bon, alors, si on pouvait aller chercher des personnes qui sont là, qui justement. Qui ont apporté la galette. Bon, galette. Audrey Pronesti, donc, qui est avec nous aujourd'hui, va chercher les galettes. J'en profite pour la remercier parce que c'est grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui. Je confirme vraiment, merci à Anne. Et Audrey
Je parlais de Audrey Pronesti, donc c'est grâce à elle que je disais que vous étiez là. Pardon, mais merci à Audrey, oui, un grand merci à elle. Excusez-moi, j'étais encore sur. Donc Audrey qui est chroniqueuse du LGF. Voilà. Alors nous sommes en ligne avec Wiem. Oui, tout à fait. Bonjour Wiem. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Félicitations pour cette émission à laquelle je souhaite une très longue vie. Bravo de donner la parole et de mettre en lumière les personnes qui souffrent. Bravo. Merci Wiem. Donc Wiem Maghribi, donc est psychologue clinicienne. Donc les galettes arrivent, chers auditrices et auditeurs. Donc on va c'est génial, on va rester un tout petit peu concentré. Oui, un petit peu. Hein, donc, après, désolé de la perturbation. Donc Wiem, je te fais intervenir donc suite justement au témoignage de Anne Lorient, donc qui reste un témoignage somme toute pudique, moi, par rapport à tout ce que j'ai pu lire et même entendre. Donc Anne m'expliquait de manière, je lui ai posé la question par rapport à sa féminité. Donc elle m'expliquait que effectivement après avoir passé 17 années dans la rue où elle s'est cachée, où elle a dû où elle s'est rasé la tête, l'accès à l'hygiène, on en a parlé, elle n'avait pas, le maquillage et les soins, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir effectivement de voir des vidéos où effectivement on découvre une femme féminine. Voilà, une femme avec une parfaite élocution, avec, une femme qu'on sent malgré tout forte et résiliente. Oui, c'est le mot. Donc je te laisse, Wiem, la parole pour informer nos auditeurs et nos auditrices, les sensibiliser sur les traumatismes que vivent ces femmes-là et peut-être essayer de répondre à la question comment la psychothérapie, une fois qu'elles sont sorties de la rue ou même quand elles sont toujours dans la rue, peut les aider à s'en sortir tout simplement. D'accord. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais m'adresser à Anne qui nous a fait ce très beau témoignage. Je voudrais d'abord lui dire, et je suis sûre qu'elle nous écoute, de ne surtout pas être désolée, parce que je l'ai entendu à un moment dire « je suis désolée » quand tu lui as dit que les auditeurs avaient sûrement dû être touchés par son témoignage. Au contraire, il faut vraiment pas qu'elle le soit, parce que moi je pense que personne mieux qu'elle, ou en tout cas personne mieux que des femmes comme elle, peuvent aider celles qui sont encore en souffrance et qui sont encore aujourd'hui en errance, puisqu'elle est dans de l'intra, c'est elle qui va pouvoir le mieux mettre des mots sur ce que ces femmes ressentent. Donc il faut absolument, Anne, si vous m'entendez, que vous ayez confiance en vous et plus que tout que vous vous affirmiez. Alors ce qui est particulier dans ce que nous a évoqué Anne, c'est que pour moi, elle a décrit exactement ce qui se passe pour ces femmes qui sont en errance, notamment dans le fait qu'elle nous expliquait qu'elle dissimulait sa féminité et donc son identité de femme, tout simplement parce que elles ont peur d'être agressées, elles sont des proies et c'est une réalité. Les femmes qui sont à la rue, comme vous l'avez très bien dit, sont régulièrement agressées, violées, parce que une femme à la rue, selon les préjugés, les stéréotypes, les représentations de la société, ce sont des femmes qui ne valent rien. Elles n'ont aucune valeur. Elles ont échoué dans leur rôle de mère. Elles ont échoué dans leur rôle de femme au foyer. Elles ne sont pas respectables. Je suis ironique, bien entendu. Elles ne sont pas respectables. Elles ne sont pas comme les autres. Donc pourquoi leur accorder de la valeur? Pourquoi être tolérant vis-à-vis d'elles? Donc voilà, ce sont des femmes qui vont dissimuler leur féminité, qui vont également être silencieuses. Elles ne vont rien dire. Elles vont cacher à leurs proches, parfois à leurs amis, elles vont cacher autour, elles ne vont pas dire ce qu'elles vivent. Elles vont également souvent se mouvoir, ça on l'a peu dit, mais ce sont souvent des femmes qui, pour ne pas être vues, pour ne pas susciter l'intérêt, elles resteront très peu mobiles. Elles seront très peu immobiles, elles sont très souvent immobiles. Elles feront tout pour se faire discrètes, pour ne pas être encore plus stigmatisées. Elles vont également tout faire pour
ne pas attirer l'attention, pour rester le plus propre possible. Elles vont faire très attention à leur apparence pour être dans une forme de norme, en tout cas au début, être dans une forme de norme pour être invisible. Parce que l'émotion la plus importante que vivent ces femmes, c'est en plus de la culpabilité, bien sûr, c'est la honte. Elles ont honte, comme je l'ai dit, William, on t'arrête un tout petit moment. Il y a Sarah qui veut intervenir. Alors, Salem, déjà, merci beaucoup pour votre intervention, votre clairvoyance. Je tenais juste à préciser une chose, je ne veux pas vous paraître cavalière, mais au contraire, qu'on puisse réfléchir ensemble. Mais moi, les femmes, malheureusement, encore SDF, pour certaines, vous savez, quand elles ont été violées dans le cadre d'un choc post-traumatique. Alors, je tiens à prévenir vos auditeurs que ce que je vais dire n'est vraiment pas tendre, mais après tout, c'est une réalité. Moi, beaucoup de femmes SDF m'ont raconté qu'elles surinaient dessus. Voilà, pour être ragoûtante et vraiment... Bien entendu, c'est pour ça que moi j'expliquais que ça c'était au départ. Malheureusement, la rue fait que ce sont des proies faciles et qu'elles sont beaucoup plus victimes que les hommes d'agression sexuelle. D'agression sexuelle et pas seulement sexuelle, également physique. Ça a des conséquences graves sur leur état psychique. Elles vont développer, comme vous l'avez dit, c'est un terme qui a souvent été employé, vous avez parlé d'état de stress post-traumatique. Quand on est face à une peur intense, à un sentiment d'impuissance, à un sentiment d'horreur, pas seulement de mort imminente, vraiment de grande peur, les victimes d'agression vont avoir des symptômes tels que, je vais dire très rapidement, la reviviscence, qui est le fait de faire beaucoup de cauchemars. Donc c'est des femmes qui dormiront très mal, qui feront beaucoup de cauchemars, qui auront beaucoup de flashbacks. Elles vont également être dans l'évitement. Elles vont être dans l'évitement de tout ce qui peut leur faire remémorer ce qu'elles ont pu vivre, les lieux, les situations, mais elles vont aussi être dans l'évitement des autres. Elles auront une perte totale de la confiance en l'autre. Elles auront également une altération sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel. C'est des femmes qui auront des émotions négatives. Elles auront peur, elles auront de la colère, elles auront beaucoup plus de honte. Elles vont se détacher des autres. Elles vont avoir une perte d'intérêt. Elles vont également avoir une hyperactivation de leur système nerveux, c'est-à-dire qu'elles vont être extrêmement anxieuses, elles vont être très irritables, elles vont être très agressives, ce que nous disait Anne, personne ne pouvait l'approcher, ce qui est absolument normal, c'est une forme d'autodéfense, et elles vont également développer des troubles neurovégétatifs et normalement et également l'énurésie, qui est le fait de se faire pipi sur soi. Alors ça, c'est les symptômes, j'ai dépeint très rapidement les symptômes fréquents qu'on retrouve dans les états de stress post-traumatique, mais moi je suis obligée de dire une chose aujourd'hui que j'ai peu entendue, en tout cas jusqu'à présent. Je suis obligée de dire une chose qui est très importante, c'est que pour la majorité de ces femmes, avant d'en arriver à la rue, elles ont été elles-mêmes des victimes dans l'enfance. Il faut bien entendre ça, c'est que au-delà des agressions sexuelles qu'elles vont vivre dans la rue, du fait de leur précarité et de leur errance, ce sont des femmes qui très souvent traînent un passé d'insécurité. Elles ont souvent une enfance qui a été marquée par des carences affectives, par des violences physiques ou verbales, par des ruptures familiales, et tout ça fait que ce sont des femmes qui sont fragiles. Elles sont fragiles. La rue fait que elles sont en danger, mais également ce qu'elles sont elles-mêmes, ce qui les a amenées à la rue, fait qu'elles sont encore plus en danger. 40% des femmes SDF, elles ont été au moins une fois agressées sexuellement dans l'enfance. 60%, elles ont été victimes de violences physiques. Donc, alors, William, excuse-moi, je suis obligée de te couper. Ton intervention est passionnante et informative en réalité. Donc peut-être qu'on aura l'occasion que tu nous fasses un petit direct sur la page pour nous expliquer, parce que là on n'a plus le temps de le faire à l'antenne, comment la psychothérapie peut justement aider ces femmes. Alors je n'ose même pas utiliser le terme se sentir mieux, à avancer en fait, avancer. Alors on en reparle. William, on va passer à la publicité tout de suite. On se retrouve très prochainement. Je te remercie infiniment de ton intervention, William Maghribi. Donc William Maghribi que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, donc peut-être ta page, William.
Maghrebi William, psychologue clinicienne. Hanan, si tu me permets, juste une seule chose, très rapidement, c'est que, à mon sens, on est tous des psychothérapeutes. On peut tous les aider. Comment? Simplement en les humanisant, en ouvrant les yeux, en voulant bien ouvrir les yeux, en voulant bien leur parler, communiquer, simplement faire en sorte qu'elles soient moins invisibles. Allez vers elles, faites en sorte de créer un lien, de les mettre en confiance, d'aller les voir régulièrement, de leur parler. Bref, la meilleure des psychothérapies, à mon sens, c'est donnez-leur de votre présence. Bravo. Merci William et bravo pour cette intervention. Donc après la publicité, on se retrouve donc avec Lauriane Clément donc pour cette troisième et dernière partie d'émission qui a pour intitulé Que faire pour venir en aide aux femmes SDF. Donc Lauriane Clément qui est journaliste d'enquête et bénévole de la Croix-Rouge française entre autres. Elle a pas mal de choses à nous dire. À tout de suite chers auditeurs et auditrices. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Donc vous êtes bien sur France Maghreb 2 donc pour le lancement de cette nouvelle émission Par les femmes. Donc présentée par moi-même. Donc je le répète au cas où vous soyez arrivés juste en route. Je m'appelle Hanan Zawani et je suis accompagnée donc de Sarah Frick donc pour ce grand format où on parle justement de la situation dramatique de ces femmes SDF. Lauriane, bonjour. Bonjour Hanan. Bonjour, écoutez, bienvenue donc sur l'antenne de France Maghreb 2. Donc Lauriane Clément qui est journaliste d'enquête et bénévole de la Croix-Rouge. Donc vous avez souhaité intervenir Lauriane sur les moyens d'action pour venir justement en aide à ces SDF. Donc je précise à nos auditeurs que vous êtes auteur du livre Écrire Liberté ou co-auteur, je ne me souviens plus, du livre Écrire Liberté à l'école des enfants migrants. Je vous avais en tout cas présenté en coup de cœur il y a quelques mois lors d'une édition du LGF et vous êtes également co-auteur d'un autre livre avec Anne Lorient. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner son titre tout simplement? Oui, donc ce livre s'appelle Humains dans la rue. C'est un livre qu'on a écrit avec Anne Lorient que vous avez entendu tout à l'heure et avec Jean-Marc Potvin, le fondateur de l'association Entourage. Et l'idée de ce livre, c'est de donner des outils à tous les riverains qui veulent agir, donc qui entendent ces témoignages bouleversants de personnes à la rue et qui se disent moi aussi je veux faire quelque chose, je n'ai pas forcément le temps de m'engager dans une association, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que simple citoyen, en tant que riverain de ces personnes. Donc c'est un livre qui donne à la fois des histoires d'amitié entre des sans-abri et des riverains qui les ont aidés et qui donne aussi des pistes, des outils pour le faire soi-même, commencer, pour oser la rencontre, la relation avec une personne de la rue. Donc, chère Lauriane, vos conseils justement pour venir en aide aux femmes SDF, vous êtes bénévole à la Croix-Rouge, donc forcément vous êtes en contact direct et rapproché avec ces femmes SDF, mais pas que. En tant que journaliste d'enquête, on a eu des témoignages émouvants. Comment est-ce qu'on peut aider ces femmes? Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'informations, hormis les numéros classiques que sont le 115, que nous n'arrivons jamais à joindre. Et je le dis et je le précise aux auditeurs, Sarah est bénévole, je suis intervenue également très régulièrement sur le terrain. Il m'est arrivé à de rares fois, par contre, d'avoir à intervenir justement auprès de femmes. On a appelé le 115 parfois à des 22h, 23h, parfois même à 14h de l'après-midi. On appelle, ça ne sonne pas. Et parfois même quand ça ne décroche pas. Et parfois même quand ça décroche, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on prend notre numéro de téléphone. Donc imaginez une femme SDF qui n'a pas de moyens, on lui demande son numéro de téléphone, c'est juste hallucinant. Donc on sait qu'elle est dans la rue, on la laisse dans la rue, elle appelle parce qu'elle ne va pas bien. Donc on prend son numéro de téléphone et il arrive très très souvent, donc dans la majorité des cas, qu'on appelle pour leur dire écoutez, il n'y a pas de place ce soir, réessayez demain matin.
Ça m'arrive aussi régulièrement en maraude, malheureusement, avec la Croix-Rouge. Alors, nous, citoyens, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc, effectivement, trouver une solution à la saturation du 115 et la saturation de tous les espaces pour les sans-abri. Et bon, nous, on peut rien faire, malheureusement. Par contre, nous, on peut apporter un lien social à ces personnes. Donc, il leur manque beaucoup, évidemment, de structures, de lieux où elles peuvent se reposer, où elles peuvent simplement retrouver une vie décente. Mais elles manquent aussi de liens, de solidarité autour d'elles, de chaleur humaine, comme le dit souvent Entourage. Et nous, ça, c'est ce qu'on peut apporter. On peut, ne serait-ce qu'en les regardant comme des êtres humains, comme des souvent ces personnes, on les croise en allant au travail, au pied de notre bureau, au pied de notre domicile. Des fois, on les voit même beaucoup plus que nos propres voisins. Oui. Si on les voit comme des voisins, qu'on les imagine comme des voisines, et qu'on dit simplement bonjour, comment allez-vous, qu'on commence à avoir cette mais c'est difficile en tant que Lauriane, c'est difficile. Moi, voilà, j'imagine que quelqu'un qui est de bonne volonté, il va aller vers ces femmes-là. Quelle attitude il doit adopter? Alors déjà, c'est des petits pas. Donc c'est commencer par dire bonjour. C'est aussi, on voit à l'attitude corporelle si ces personnes sont prêtes et ont envie d'avoir un lien avec une autre. Pas. Concrètement, c'est vrai que la personne qui est alcoolisée ou qui est fuyante ou qu'on sent vraiment dans un profond mal-être mais qui renfermée sur elle-même, c'est peut-être pas vers elle qu'on peut aller dès le départ. Mais on croise souvent les personnes qui cherchent notre regard, qui cherchent notre bonjour, qui voilà. Et elles, juste commencer à leur dire bonjour. Moi, je m'appelle Lauriane et vous. On peut voir si ça crée un échange. Et on le dit souvent aussi. Si vous voulez donner un peu d'argent à des sans-abri, il vaut mieux le donner 10 fois 1 euro à la même personne que 10 euros à des personnes différentes. Ça crée un lien petit à petit, la personne se sent moins seule et des fois ça peut déboucher sur des belles histoires d'amitié. Après, il faut faire attention avec les femmes. Vous avez entendu tous ces témoignages bouleversants. Certaines ont énormément souffert et sont vraiment très méfiantes et il faut respecter ça. Il faut vraiment pas forcer la main. Un simple bonjour, ça permet de prendre aussi un peu l'attention et de voir si on peut faire un peu plus ou pas. Lauriane, je vous remercie pour votre intervention. Donc, vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet. Donc, on pourra les retrouver justement sur la page Facebook de Par les femmes, de manière à prendre acte pleinement de la situation. Je vous dis à très bientôt, Lauriane. À bientôt, merci à vous et bravo pour cette belle émission. Merci bien. On arrive. Au revoir, Lauriane. Donc on va échanger quelques mots avec Sarah avant d'avoir Samra Sédic en ligne. Donc Samra Sédic, qui est présidente de l'association Petit Bagage d'Amour. Sarah, je vous ai posé la question justement, est-ce que vous avez des contacts d'associations? Vous m'en avez cité une. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant que Samra prenne la parole à l'antenne? Je vous avais cité, il me semble, la fête des voisines, tout à fait, me semble-t-il. C'est Yvan Mouton et son équipe formidable qui tiennent cette association. C'est une association qui ouvre une fois, me semble-t-il, par mois ou deux. Je n'aurais pas dire de bêtises. En tout cas, ils font un travail extraordinaire. Seules les femmes SDF ont le droit de rentrer. Le personnel est essentiellement féminin. Je pense qu'il n'y a que Yvan et un autre professionnel, mais sinon ce ne sont que des femmes. Mais ces femmes sortent vraiment de la rue et elles ont pédicure, manicure, ostéo, coiffure, dialogue, écoute. C'est magnifique, elles peuvent rester toute la journée. On mettra le lien sur la page. On est en ligne avec Samra Medjahed? Non. Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous présente Samra Sédic, donc de l'association Petit Bagage d'Amour, donc qui va nous présenter assez rapidement, Samra, l'objet de ton association. Et si en même temps tu as la possibilité de nous faire un petit mot pour l'association Need Home également. On devait normalement être en ligne avec Rabab Mosbah, donc qui était en garde, qui avait réussi à se libérer, et malheureusement le temps va être un petit peu trop juste pour qu'on la prenne en ligne. Samra, à toi la parole. C'est pas Samra justement, c'est Rabab. Ah,
d'accord. Alors, bon, bah, écoute, il y a aucun souci, Rabab. Enchanté, Rabab. Alors, je crois que je suis viré. Il y a aucun. Il fallait que je fasse la boulette, je l'ai fait. Il y a aucun souci. On aura l'occasion de toute manière d'accueillir directement sur le plateau Samra Sédic. Donc, je peux être très bref si vous avez besoin de temps pour Samra, en fait. Non, ça va aller, Rabab. Alors Rabab Mosbah, donc de l'association Omnid Home. Donc cette association, elle a été créée en octobre 2018. Donc suite à la répétition de femmes sortant de la maternité et étant sans domicile avec des bébés de quelques jours. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage, Rabab, et surtout nous donner les liens de votre page et quels sont vos besoins, parce qu'il y a des besoins financiers, matériels. Oui, tout à fait. Alors moi, donc je suis. Oui, Rabab. Oui. Oui, on vous entend. Rabab. Rabab n'est plus là. D'accord. Rabab. Ah oui, on est là. Bon. Alors, Rabab Mosbah, en fait, donc comme je vous le disais, présidente d'association, elle intervient auprès justement de ces mamans SDF et qui se sont retrouvées et se retrouvent dans la même situation en réalité que Anne Lorient, à être enceinte dans des conditions précaires, difficiles, sans toit, sans accès aux soins. Et donc justement, ce collectif a permis... Alors Rabab est avec nous. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Je vous en prie, Rabab. Donc moi, je disais, donc je suis gynécologue obstétricienne. Ça faisait à peu près 1 an que je travaillais dans le 93. Oui. Et c'est là que j'avais commencé à voir qu'il y avait beaucoup de cas de femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher. Oui. Qui étaient isolées et seules et qui souvent se retrouvaient en sortie d'hospitalisation. Oui. Sans domicile, soit parce qu'elles étaient au 115 et qu'elles avaient perdu leur... place au 115 ou ça parce qu'elle n'avait tout simplement pas où aller. Et puis j'étais souvent en contact avec Samra d'un petit bagage d'amour qui me parlait souvent aussi de femmes à la rue qui étaient seules avec souvent des bébés de quelques jours ou de quelques semaines. Et c'est à ce moment-là, donc en octobre, que ça se répétait quotidiennement, qu'on a décidé de faire quelque chose, donc de créer une association pour venir en aide à ces femmes. Qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous leur proposez, Rabab ? Alors initialement le projet c'est d'acheter un refuge, un immeuble en fait pour pouvoir loger le plus de femmes possible et surtout qu'elles soient accueillies de façon durable et stable sur une certaine période et de pouvoir les aider à se réinsérer. Sauf que comme l'association a été créée un peu rapidement pour pallier à l'urgence de ces femmes qui étaient à la rue et que c'était l'hiver, pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on leur loue, on leur paye des nuitées d'hôtel. Oui. Jusqu'à ce que le 115 leur trouve une place ou jusqu'à ce qu'on trouve une solution durable plus pérenne. Rabab, il y a un cas que moi j'ai vécu justement avec Samra Sédic, qui est le cas de ces femmes réfugiées qui n'ont pas de papier. Donc là c'est autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement s'il vous plaît, Rabab ? Nous, de toute façon, oui, effectivement, la plupart de ces femmes, c'est des femmes primo arrivantes en France depuis quelques semaines, quelques mois, qui, soit elles sont avec juste leur mari, soit elles sont aussi seules. Et donc, dans ces cas-là, on se charge de leur payer les nuits d'hôtel pour les loger. Et on travaille avec d'autres associations, les assistantes sociales, qui prennent le relais pour aider ces femmes. Alors nous, pour l'instant, comme on n'a pas de refuge, tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est leur payer les hôtels. D'accord. Et une fois que le 115 a pris le relais, souvent, c'est le 115 qui s'en occupe. Donc tant qu'on n'a pas de refuge, pour l'instant, on n'arrive pas. On garde contact avec certaines femmes. On a gardé contact avec certaines d'entre elles, notamment celles du début, mais pas toutes. Sarah souhaite vous poser une question. Ah mais je vais lui faire une proposition à cette lionne, oui, parce que ça, allez-y, j'aime les femmes comme ça. Elles sont là pour ça. Voilà, okay. On va rester en contact si vous êtes d'accord, parce que nous-mêmes on paye des nuits d'hôtel à ces femmes, mais aujourd'hui j'ai les contacts pour les faire entrer dans les centres. Il y a encore des places, donc autant qu'on soit en connexion, vous et moi, si vous le souhaitez, vos équipes et les miennes. Ah ben c'est moi qui vous remercie, vous rigolez. Et comme ça, on va pouvoir les faire entrer assez rapidement, tout simplement.
Rabab, je vous remercie infiniment. Donc on trouvera le lien de votre page Home Need On, donc sur la page Facebook de Par les femmes. À très bientôt, Rabab. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Merci. Donc Petit Bagage d'Amour, très rapidement, donc c'est une association qui a été créée il y a 2 ans, donc par une sage-femme également, Samra Sédic. Donc le but, c'est toujours de venir en aide à ces femmes enceintes et à ces bébés qui sont dans une grande précarité, parce que réfugiés, parce que SDF, parce que isolés tout simplement, afin de leur fournir tout le nécessaire pour la maternité et pour les suites. Donc c'est-à-dire que ces femmes qui sont à l'hôpital ou qui vont bientôt accoucher, on leur met à disposition des lots de vêtements et en réalité on les accompagne. Samra, je te salue et promis tu passes nous voir directement à l'antenne. Il nous reste quelques minutes avant de carrément on va clôturer, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord, donc on va clôturer cette émission, Sarah. Donc je précise juste à nos auditeurs que ce type de grand format, vous le retrouvez une fois par mois, le premier dimanche du mois. Donc le mois prochain, au mois de février, donc la thématique de ce grand format sera la maternité et l'islam. Votre dernier mot, Sarah. Merci pour cette belle émission. Merci à vous vraiment d'avoir porté la parole des femmes SDF ce jour. Merci à vous, Sarah. Il me reste encore un petit peu de temps. Du tout. Je vous remercie, chère auditrice, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Faites passer le mot. Voilà. Faites passer le mot. Allez signer la pétition. Donc Change.org, vous tapez Sarah Frick sur Google, ça ressort automatiquement. Et je vous dis pour ma part à la semaine prochaine, donc pour un nouveau numéro de ce magazine Par les femmes. Et je vous dis également à demain entre 16h et 18h avec Christophe le Grand Forum sur le LGF. À très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. L'émission continue sur la chaîne YouTube Par les femmes. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.